une grosse partie du job d'ingénieur, c'est savoir, Ah c'est non bah, pas googler, c'est savoir aussi ce qu'il faut googler. c'est ça, ouais, mais on devient fort, mais ce que j'apprends le plus, c'est pas à coder, c'est à savoir chercher sur Google. Ouais. Aujourd'hui, discussion d'ingénieur avec Arthur, qui est étudiant en césure à Melbourne. À quoi ressemble sa vie au jour le jour? Son stage en tant que data scientist? Comment l'a-t-il trouvé depuis la France? Et quelles sont les différences culturelles entre la France et l'Australie qu'il a pu observer? Un grand merci à Arthur, qui m'a d'abord contacté lorsqu'il était de passage sur Ciné et qui a ensuite accepté qu'on enregistre la discussion afin qu'elle puisse inspirer d'autres étudiants. Vous êtes sur le podcast Discussion d'ingénieur, bonne écoute à vous. Arthur, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ouais, donc moi je m'appelle Arthur, j'ai 22 ans, je suis en école d'ingénieur à Centralion en ce moment. Là, donc Centralion c'est 3 ans, je suis en césure entre ma deuxième et troisième année. Et donc là, j'ai effectué un stage en Australie pour valider ma mobilité, découvrir l'Australie, pouvoir travailler un peu dans le monde anglo-saxon. Et donc voilà, donc là je suis à Sydney avec toi aujourd'hui, je suis très content. Ouais, c'est marrant, tu m'as envoyé un message il y a 2 jours sur Sydney pour quelques jours, alors que ton stage est à Melbourne et non, super initiative. Bah, je me suis dit c'était l'occasion pour une fois que j'étais dans la même ville que toi, fallait pas passer à côté, donc je me suis dit j'envoie un message et puis tu m'as gentiment répondu et donc on en est là aujourd'hui, donc très content. Mais pour commencer, est-ce que tu pourrais me dire, la question que tout étudiant doit se poser, c'est ça ressemble à quoi la vie en Australie quand tu es stagiaire? On va parler du stage ensuite, mais la vie en Australie, ça ressemble à quoi? La vie en Australie, je pense que c'est un peu comme on se l'imagine honnêtement, c'est qu'il y a un rapport de force entre le travail et le loisir qui est vraiment rétabli par rapport à la France, je trouve. Par rapport à un stage que j'avais fait en France où c'était vraiment le principal de la semaine, c'était le travail et derrière on avait quelques temps de détente. Là, il y a vraiment un respect dans la culture australienne, je trouve, des deux aspects de la vie. Et donc, par exemple, moi dans mon stage, je suis vraiment aligné sur la règle phare australienne qui est le 9 to 5, donc vraiment 9h-17h. Et voilà, il n'y a jamais de dépassement, donc rien que ça, même quand il y a de la pression, à 5h on arrête. Ça en stage, c'est incroyable. Et après, c'est toute la vie à côté. Il fait plus chaud, il fait un petit peu plus beau. Il y a la plage à côté. Donc là, on est à Sydney, il y a les plages de surf juste à côté. C'est un peu le rêve qu'on s'imagine, mais bon, voilà, là, c'est la vie au quotidien. Donc c'est assez sympa. Qu'est-ce qui t'a motivé à chercher un stage à l'étranger et en Australie spécifiquement quand tu étais donc en la recherche d'une césure? Ouais, alors que la première fois que j'étais venu, j'avais 12 ans. Donc pour être honnête, je me rappelle pas trop. Je me rappelle juste que c'était bien. Moi, je cherchais comme pas mal de gens, je pense en ce moment, un pays anglo-saxon. Donc ça se résume à 3 pays en général, l'Angleterre, le Canada ou l'Australie. Je voulais partir en Australie aussi pour le côté, il fait beau, on peut surfer, on peut profiter un peu de toute la nature, aller faire des plongées, etc. Moi, c'était principalement ça l'intérêt. Donc c'est pour ça que j'ai cherché comme ça à partir ici. Et ça s'est passé comment pour chercher justement le stage? Tu me l'as dit un peu en off, mais je pense que c'est intéressant de Ouais, partager pas de ça. souci. Première étape, je pense, c'était d'essayer de voir dans mes contacts est-ce que je connaissais des gens ici. Il se trouve que j'en connaissais pas. Enfin, à part toi, du coup, je t'ai envoyé un message, mais bon, c'était pas pour le même but. Donc j'ai cherché vraiment dans les contacts les plus proches. Donc pour moi, c'était l'école. Première étape, c'était aller parcourir les pages Facebook de l'école, essayer de voir toutes les propositions de stage qui étaient passées dans les dernières années. Au moment où moi j'avais postulé, il n'y avait pas vraiment d'offres directement, c'était juste il y avait le contact de la personne, quoi. Et donc j'avais envoyé un mail comme ça. La première fois, j'avais pas eu de réponse directement, enfin ils n'avaient pas de disponibilité, ils m'ont dit non, là c'est pas possible. Et après, en fait, je me suis rendu compte, enfin on m'a expliqué qu'il y avait un système de stagiaires tous les 6 mois dans cette entreprise-là. Et donc juste là, maintenant, ça tombait bien pour ma césure, donc là, ils m'ont accepté, donc je suis arrivé il y a 4 mois là. Et donc c'est comme ça que ça s'est passé, c'était juste j'ai postulé, j'ai essayé d'expliquer un peu pourquoi je veux venir, pourquoi ça m'intéresserait ce boulot-là, et j'ai été pris après, on s'est arrangé pour trouver un stage en fait. Ok. Alors j'ai quand même vu ton CV avant que tu viennes sur le profil. Il est quand même très solide et très propre, surtout pour l'étudiant. Merci. Non, mais il est très clair, il n'y a pas à dire. C'est ce qu'il faut. Est-ce que tu as eu un entretien formel, informel, quand tu as eu le contact avec eux justement, ou c'était vraiment, vu que ça tournait, hein, et pour ceux qui ne connaissent pas le milieu des écoles, il arrive que par moments certains stages vont rouler entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils vont être... Il y a un élève qui le fait une première fois, puis il y a un élève qui le fait ensuite, et puis ça continue, ça continue, ça continue, ce qui est hyper favorable quand c'est un stage à l'étranger. Est-ce qu'il y avait un vrai entretien ou est-ce que c'est vraiment plutôt informel justement? Tu as parlé un peu avec le stagiaire avant, ou enfin, comment ça s'est déroulé Celui-là, alors j'ai eu des entretiens beaucoup plus formels et techniques. Celui-là, il se trouve qu'il n'était pas tellement, notamment parce que les gens de l'entreprise qui sont assinés, ils sont passés par les mêmes écoles que moi, donc ils connaissent très bien le système français.
Et donc, ils ont l'habitude de recruter vraiment dans mon école. Donc, en fait, ils ne nous testent pas vraiment techniquement. Ils veulent plutôt savoir si on a un peu un match avec la philosophie de la boîte, si on va bien s'entendre avec notre manager, les autres collègues. Donc, moi, j'ai eu 2 tours. Le premier, c'était un entretien, mais vraiment informel. Le but, c'était vraiment de voir si ça matchait niveau amitié un peu. Donc, il y avait l'ancien stagiaire et mon manager en ce moment. Donc ça a duré une demi-heure. L'ancien stagiaire, t'étais dans l'entretien aussi Ouais, de l'autre côté. ouais, mais C'est parce cool. que vraiment le but c'était voilà, de lui qui m'explique ce qu'il fait, de voir si moi ça me plaît aussi, quoi. Il y a vraiment ce côté-là qui était super, c'était voir aussi que moi ça me plaît ce stage-là et que je sois pas déçu en arrivant. Donc c'était très informel, juste pour voir si tout le monde était d'accord. Et après j'ai eu un deuxième entretien avec le fondateur de la boîte. Là c'était, on va dire, un peu plus sérieux pour voir un petit peu techniquement ce que moi je voulais apprendre et ce que je savais déjà faire, pour vérifier que voilà, tout était à peu près aligné, mais ça s'est passé plutôt vite. Cool. Donc là, t'es arrivé il y a 4 mois à peu près. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais exactement dans ton stage, donc l'intitulé du stage, et ce que tu fais en concret au jour le jour? C'est une journée typique pour toi quand Ouais. tu vas au travail, ça ressemble à quoi? Bien sûr. Donc moi je suis dans une startup qui s'appelle Lindata. On est 8 dedans en ce moment. C'est une startup qui est un peu partout dans le monde. En fait, on a 3 personnes au Mexique, 2 personnes à Melbourne et 2 personnes à Sydney. Donc c'est vraiment un peu split. Moi, mon intitulé de rôle, c'est vraiment software engineer. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle du développement de plateformes de web. On est une startup de développement et donc en fait on a des clients pour qui on fournit des services. Le client principal, on en a 3, mais le client principal dont je pense que je peux parler, c'est Decathlon Australie. Il est sur ton profil LinkedIn. Voilà, c'est donc, pour ça que je me dis que je peux le partager. C'est Decathlon Australie. Donc concrètement, on a des demandes de Decathlon Australie, donc on fait tout leur système de commande. Ok. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle la partie back-end, donc c'est pas le site web, pas la vitrine, c'est vraiment la partie gestion derrière, les commandes, comment on envoie ça aux clients, comment on les récupère, les click and collect, enfin vraiment toute la partie opérationnelle. Donc on est très très proche des entrepôts de Decathlon, de toute la partie opérationnelle. Donc moi mon boulot c'est un peu de voir avec eux ce qu'ils ont envie de faire, comment on peut les aider, faire du support aussi sur le système qu'on a créé au quotidien, parce que parfois il y a quelqu'un dans l'entrepôt qui a mal scanné un QR code et du coup ça fait tout partir en vrille. Donc nous il faut qu'on arrive à récupérer ça, à débugger. Donc il y a une partie maintenance et une partie vraiment développement de nouvelles fonctionnalités. Donc au quotidien, j'ai casquette à moitié développeur et à moitié relationnel avec le client, un peu management des développeurs au Mexique aussi, qui sont un peu plus détachés de Decathlon. Donc, Et donc, genre, tu vas avoir un client, un des clients qui dans l'entrepôt justement a un problème avec la fonctionnalité ou veut que quelque chose soit développé. Est-ce qu'il va te contacter directement toi et vous avez une relation par email ou par numéro de téléphone, ou est-ce que c'est un système de ticket et toi derrière tu vas le recevoir et tu vas pas forcément avoir une interaction directe? Ça se passe comment là où j'ai pas mal de chance, c'est que c'est vraiment direct. Même en étant stagiaire, je reçois directement les appels du personnel de Decathlon. On a un système de tickets pour que quand même tout soit enregistré et que ce soit propre. Mais en général, les discussions, on a des réunions toutes les semaines. Et à la fin de la réunion, on liste tous les points dont on a parlé, toutes les choses qu'on sent, ils auraient besoin d'une aide là, ici. Et derrière, on essaie de réfléchir, nous en interne équipe, qu'est-ce qu'on peut leur proposer, on revient vers eux, ils acceptent ou non, et puis après, nous on se met à travailler là-dessus. Donc c'est vraiment une collaboration entre les deux entreprises, donc ça c'est assez chouette. Il n'y a pas de. Enfin, il y a vraiment un contact direct pour moi avec eux. C'est vachement cool. Pour l'IT, tu peux te retrouver avec des systèmes où tu as des tickets, tu parles jamais au consommateur, c'est vraiment bien de pouvoir avoir ça parce que tu vas beaucoup plus vite en vrai. Ah, complètement, ouais, c'est beaucoup plus facile d'avoir une relation constructive avec eux, puisqu'il y a un petit peu aussi de relationnel. Enfin, quand on les rencontre, que ce soit en visio ou en présentiel, on a envie un peu de travailler vraiment avec eux. C'est moins, on joue juste à un écran avec les tickets qui arrivent, comme tu as dit. Donc ça fonctionne très bien pour tout le monde en ce moment, donc c'est top. Et tu utilises quel outil alors pour faire ça, enfin, au niveau de la partie IT, que ce soit. S'il y a des systèmes propriétaires, j'imagine que tu peux pas en parler, mais est-ce qu'il y a des langages ou des outils que tu utilises qui sont plus, on va dire, mainstream que tu as pu alors la plupart des outils qu'on utilise, en fait, c'est des outils qui sont gratuits. C'est ça qui est super en développement, c'est que tout est hyper accessible, que ce soit rien que pour apprendre, parce que par exemple Python, etc., tout ça, c'est des logiciels qui sont open source, et du coup, on peut vraiment, chacun peut apprendre à partir de ça. Et donc nous on utilise aussi tout ça, donc là pour rentrer un peu dans la partie technique, nous c'est du dev, donc on utilise JavaScript au quotidien. Et derrière l'idée c'est d'être vraiment le plus proche du client possible pour lui fournir des solutions les plus rapides possibles.
Donc on ne veut pas du tout faire des logiciels propriétaires qui vont garder chez Decathlon. C'est tout l'inverse. Au début, on utilisait des fiches Excel. Après, on est passé sur des systèmes un peu plus, avec un peu plus de fonctionnalités comme Airtable et des choses comme ça. Mais ce qu'on leur propose, nous, c'est vraiment des microservices entre tous les services un peu accessibles gratuitement. Donc il y a des systèmes de livraison, il y a Airtable, il y a MySQL pour la base de données. Enfin, vraiment, c'est tout ce qu'on peut trouver pour un projet étudiant en fait. Hein. C'est un peu ça qui est chouette. C'est que c'est des choses qui parlent à tout le monde en général. Et c'est pas du tout propriétaire. Et en même temps, tu avais travaillé là-dessus, enfin, tu avais déjà utilisé ce genre d'outils, genre Airtable en école ou lors plutôt des projets, ou c'était quelque chose que tu connaissais avant? Pas du tout. Moi, j'avais fait un peu de. J'ai commencé à développer vraiment dans les 6 derniers mois. En fait, j'ai rejoint ce qu'on appelle un programme qui s'appelle le Digital Lab de Centrale Supélec. J'ai eu la chance d'être là-bas pendant 6 mois, donc moi, ça m'a beaucoup appris parce que j'avais jamais fait de développement avant. Et en fait, c'est quelque chose qu'on apprend super vite, le développement. Il y a énormément de tutoriels en ligne, tout est accessible gratuitement, donc ça, c'est vraiment super. On peut se former par soi-même. Et donc pendant ces 6 mois, on était par équipe de 4, on devait réaliser des projets. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais en fait, on apprenait sur des tutoriels en ligne et des forums à développer des applications. Donc c'est là où j'ai vraiment appris pour la première fois JavaScript, comment ça marchait, le déploiement, les infrastructures, Docker, enfin tout le jargon technique quoi, et comment l'utiliser. Et donc là, j'arrive dans la compagnie. Forcément, ça fait 4-5 ans maintenant qu'on travaille avec Decathlon. Donc l'architecture elle est beaucoup plus grosse que quand on commence un projet de rien. Donc il y avait beaucoup de choses à intégrer. Surtout que je connaissais pas Airtable, j'avais pas utilisé forcément MySQL, j'avais utilisé d'autres bases de données, etc. Donc il y avait beaucoup à apprendre, mais bon, c'est des trucs qui sont accessibles à tous. Du coup, il y a énormément de documentation en ligne, donc on peut très bien s'en sortir juste en googlant, en allant sur des forums, quoi. Il y a une grosse partie du job d'ingénieur, c'est savoir, c'est non pas googler, c'est savoir aussi ce qu'il faut googler. C'est ça, ouais, mais on devient fort, mais ce que j'apprends le plus, c'est pas à coder, c'est à savoir chercher sur Google, ouais, ça c'est sûr. C'est comme ça qu'on fait. Ouais, non, mais pour tout, hein, ça c'est incroyable. Après, c'est la rapidité d'exécution derrière. Peu importe que tu saches d'abord, c'est à quel point tu peux aller vite pour réussir à apprendre ça en 1 heure et demie, puis après, boum, boum, boum. Complètement, c'est ça qui est chouette dans le boulot de développeur, je trouve, c'est qu'on n'a jamais les mêmes problèmes. Et donc en fait, on a beau être super fort, alors bon, c'est pas forcément mon cas encore, hein, je suis très junior, mais je travaille avec des développeurs qui ont 8 ans d'expérience, qui sont très très compétents, mais tous les jours, ils vont quand même chercher sur Google pour essayer de comprendre, parce qu'ils ont de nouvelles erreurs qu'ils n'ont jamais faites. Et donc leur qualité première, c'est de savoir chercher sur Google. Stack Overflow. Exactement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris sur les 4 derniers mois dans ton stage? Quelque chose auquel tu t'attendais pas Moi, je m'attendais pas au début à avoir une relation aussi directe avec le client. C'était justement, je pensais que ça allait être comme tu m'as dit tout à l'heure, avoir un système de tickets un peu informel. J'étais stagiaire, donc je me suis dit, bon, bah, j'aurais pas de proximité directe avec le client, je serais plutôt la petite main qui fait les choses derrière. Moi, j'ai eu la chance d'avoir de la responsabilité un peu directement dans l'entreprise et d'avoir directement accès aux clients, et c'était super. Derrière, il faut faire attention aussi parce que justement, vu qu'on a accès aux clients, tout ce qu'on dit est un peu pris directement comme si c'était vrai. Et donc, il faut faire vraiment attention à ce qu'on dit parce que si on suppose quelque chose mais qu'on le dit devant le client, dans la tête du client, ok, c'est comme ça que ça marche et basta. Et puis 2 semaines après, je peux dire, bah non, le stagiaire m'avait dit que c'était comme ça, moi ça me va pas du tout, donc remboursez-moi les 2 semaines. Enfin voilà, non mais il y a vraiment une gestion, faire attention à ses mots, attention à ce qu'on dit et pas non plus trop s'avancer, pardon. Mais bon, on a la chance au moins d'avoir directement accès au client, quoi. Donc c'est ça qui m'a surpris principalement, je pense. J'avais de la responsabilité dès le début, mais en même temps, voilà, faut savoir un peu gérer ça pour pas dire des bêtises devant le client, quoi. Ouais, c'est marrant, le niveau de on dit scrutiny, d'attention qu'on va donner à ce que tu vas dire est plus élevé, mais en fait c'est comme ça que ça se passe avec tous les clients, contracteurs, enfin, plus Ouais, tard j'imagine. dans la vie. Non, j'imagine, mais c'est la première chose qu'on n'apprend pas en école parce qu'en général, on fait des projets, c'est pour des professeurs. On s'attend pas à être jugé sur chacun des mots forcément et que derrière, il y ait des répercussions vraiment sur le budget de Decathlon. Eux, ils ont entendu un truc de quelqu'un en meeting. Derrière, ils ont d'autres réunions avec d'autres gens de Decathlon, ils font toute leur roadmap, ils font tout. Puis tu te rends compte que ouais, tu avais juste dit une petite phrase comme ça sans faire trop attention, mais les gens, ils ont pris ça comme content, hop, ils avancent. Donc je pense que ça apprend. Ouais, j'ai pas mal appris dans le stage à communiquer, à faire vraiment attention à ce que je transmettais aux équipes de Decathlon. C'est cool, c'est vraiment bien de pouvoir apprendre ça, surtout sur un stage qui est technique normalement qui est censé être
plus axé technique, mais d'avoir quand même ça tout de suite, c'est bien. Ouais, moi ça m'a vachement plu, je voulais pas forcément faire que du technique, et donc là j'ai la chance de faire un peu les deux. Moi ça me plaît beaucoup, donc j'en profite à fond aujourd'hui. Donc c'est quoi la suite alors? La suite du parcours de césure que tu peux voir? Donc là moi j'ai fait 4 mois à Melbourne, il me reste 2 mois encore à faire que je vais faire là à Sydney. Je vais essayer, donc je rentre normalement fin août pour ma dernière année à Centralion. Donc un peu, là l'idée c'est, ma dernière année c'est vraiment là où on spécialise. Donc moi l'IT ça me plaît donc je vais continuer là-dedans. J'aimerais bien ne pas quitter non plus complètement le monde du travail pendant ces 6 mois-là. Je trouve que ça apporte quand même vraiment beaucoup d'avoir un travail, en fait, d'avoir des échéances, d'avoir des tâches, d'avoir vraiment, on sent que ce qu'on fait c'est concret, c'est utile, c'est utilisé par des gens. Donc un peu moi la suite du parcours ce serait continuer mes études tout en parallèle gardant probablement un stage à mi-temps ou quelque chose comme ça. L'avantage de venir en Australie, c'est que du coup j'ai pu rencontrer des gens ici sur place. Comme on est une start-up, on a accès parfois à des events de start-up. Donc j'ai pu rencontrer une ou deux personnes qui étaient plutôt d'accord pour me proposer moi un part-time en France en même temps que mes études. Donc la suite ce serait à mon avis ça, essayer de voir mon part-time et mes cours. Et puis après mon stage de fin d'études, soit peut-être revenir, parce que c'est quand même sympa. Comme j'ai dit, la balance travail-loisir est vraiment super ici. Donc soit revenir, soit après peut-être aller chercher plus des grands groupes pour avoir un peu un travail plus cadré de process. C'est un avantage de la startup, c'est qu'on a directement accès aux clients. Des avantages, c'est qu'on a moins de système hiérarchique, de choses balisées, de process bien faits. Donc on est super libre, parfois un peu trop. Donc je vais voir ce que j'ai envie de faire, ça dépend des opportunités. Ouais. On verra, ça peut changer très vite. Ouais, mais là déjà, les 2 mois de fin de stage, puis ensuite revenir, et puis 6 mois, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer, mais je pense que c'est bien, c'est un beau parcours qui peut inspirer pas mal de personnes qui entrent justement soit en prépa, soit en école d'ingé et qui veulent se diriger vers l'IT. Merci d'avoir partagé, Arthur. Non, mais avec plaisir. C'était sympa de m'accueillir et je suis très content d'être venu. Merci. Merci d'avoir écouté cette discussion. Si t'es toujours là à la fin de l'épisode, c'est qu'il t'a plu. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube ou à mettre une note 5 étoiles sur la plateforme de podcast sur laquelle t'écoutes cet épisode. Un gros merci à toi d'avoir écouté. Je t'en mets un en lien qui s'affiche à l'écran sur YouTube. Et puis sur le reste, je te retrouve bientôt pour un autre épisode. Très bonne journée à toi.